Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc on parle toujours d'ésotérisme et aujourd'hui on a la chance de recevoir Séléné et Katia qui vont nous parler de leurs aventures avec l'ésotérisme. Séléné, est-ce que tu veux te présenter ? Alors oui, bonjour, c'est l'aîné. Je tire les runes depuis 26 ans à peu près et médium de naissance, voilà. Qu'elle peut dire d'autre ? Et je suis autrice aussi, achetez mes livres. Et toi, Katia ? Katia, moi je m'appelle Katia, j'habite à Paris, je suis cartomancienne et je tire les cartes depuis une petite dizaine d'années et c'est mon travail depuis 4 ans. Et je viens de créer un oracle dont je vous parlerai plus tard. Achetez-le aussi. Achetez-le aussi, merci. Alors moi, j'ai toute une question qui me vient parce que les runes, c'est quand même pas habituel. Il y a peut-être plein de gens qui connaissent pas. C'est vrai que nous, on connaît un petit peu, mais pas non plus très bien. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus sur les runes ? Alors, les runes, c'est à la base, c'était un alphabet qui avait été créé pour que les pays germaniques nordiques puissent retranscrire le dialecte en fait par écrit, parce que tout se passait à l'oral et à un moment donné on s'est dit ce serait peut-être pratique aussi de pouvoir écrire. Et donc du coup ils ont créé un alphabet de 24 lettres, donc c'est pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est des lettres un petit peu anguleuses. Pourquoi ? Parce que on les écrivait, on les gravait sur des supports très rigides, du bois, de la pierre, etc. Et on a des traces, on a trouvé dans des fouilles archéologiques au Danemark, par exemple, un peigne, le peigne de Vimose, il s'appelle comme ça. Et sur ce peigne, il y a des runes gravées. Et en fait, c'était, par exemple, le prénom de la propriétaire de ce peigne. Et en fait, après, quand on regarde dans les textes qui parlent de la mythologie, on voit que les runes ont eu après, au-delà de l'aspect utilitaire, il y a un aspect magique divinatoire. Voilà. Et chaque rune est associée à un dieu, à un pouvoir, à une énergie, et donc on s'en sert comme outil de divination depuis très longtemps. Et les runes, les premières traces des runes qu'on ait, c'est 1er siècle. Voilà. Mais ça pourrait être avant, parce qu'on n'a pas forcément le bois, c'est peut-être délité, donc on n'a pas forcément de traces. Mais en tout cas, on a des traces officielles du 1er siècle. Et pourquoi t'as choisi les runes ? Enfin, comment c'est arrivé à toi ? Alors ça m'est tombé dessus par hasard. En fait, donc moi depuis petite, je ressens ou je voyais des choses et j'avais du mal à canaliser. Après, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll, on va dire, et je ressentais pas mal de choses. Et puis un jour, j'étais avec mes parents et puis on va passer une soirée chez un de mes oncles. Et cet oncle-là, ce jour-là, il décide de vider sa bibliothèque. Donc je vais le voir, je dis tu fais quoi ? Puis il vide sa bibliothèque et là, prend un livre et me le met dans les mains. Et c'était un livre sur les runes. Et j'ai vu le truc et j'ai eu comme un coup de foudre en fait avec ce livre-là. Donc je suis rentrée chez moi avec mon petit bouquin et j'ai commencé à feuilleter. Et je m'en rappellerai toujours, dans ce livre-là, il y avait des petites cartes détachables. Donc j'ai commencé à détacher mes petites cartes et j'ai fait mes premiers tirages comme ça. Et à partir de ce jour-là, voilà, ça s'est jamais arrêté. Tout le monde me demandait des tirages dans la famille, les amis, les machins. Puis voilà, c'est resté comme ça. Alors que la culture nordique, etc., c'est loin de moi. Moi, je suis d'ascendance italienne, je suis née en Corse, ça n'a rien à voir. Mais voilà, moi ça m'a parlé parce qu'il y a un côté frontal dans les runes que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on parle pas en métaphore. On dit les choses directement. Et puis ce côté aussi où il y a dans les légendes nordiques qui entourent les runes, il y a aussi les femmes et les hommes ont des aventures les uns et les autres à part égale. Il y avait quelque chose comme ça qui était pas trop écrasant pour moi. Et en tant que femme, moi, je me sentais bien dans cet univers-là. Et tu nous as raconté tout à l'heure l'histoire de Odin. Alors la création des runes dans la mythologie nordique, donc c'est le dieu Odin. Donc Odin, c'est un peu le big boss en fait de tout le panthéon. Et lui, c'est le dieu de la sagesse entre autres. Et il voulait acquérir une connaissance supplémentaire. Pour lui, c'était la connaissance ultime. Le mot rune n'existait pas, les runes n'existaient pas, mais voilà, il voulait cette connaissance. Pour y arriver, il est allé au pied de l'arbre Yggdrasil. Donc Yggdrasil, c'est l'arbre qui contient tous les royaumes, tous les mondes de la mythologie nordique. C'est la cosmogonie nordique, elle est organisée autour d'un arbre. D'où le symbole sur ton livre. C'est ça, voilà. Et donc on a les royaumes dans l'arbre, etc. Et au pied de cet arbre-là, il y a 3 femmes.
3 sorcières qu'on appelle les Nornes. Il y en a une qui représente le passé, le présent et le futur. Et ces femmes-là, elles avaient l'habitude de prendre des morceaux d'écorce de l'arbre et elles écrivaient le nom des enfants à naître et le destin, leur destin. Il y avait quand même là, on commençait déjà un peu à approcher les runes avec cette histoire d'écorce et de trucs comme ça. Donc Odin est allé voir les Nornes, il a dit voilà, moi je veux la connaissance ultime, est-ce que vous pouvez me l'offrir? Les Nornes elles disent non, on ne peut pas, il faut que tu ailles voir Mimir. Donc Mimir, c'est un autre dieu, c'est aussi un dieu de la sagesse, de la connaissance, etc. Et ce dieu-là, bon, pour une autre histoire, il s'avère qu'il s'est fait couper la tête et que sa tête a été placée près d'un puits. Comme il était méga intelligent, on s'est dit on va garder sa tête quand même, ça peut servir, et ils l'ont mis près d'un puits. Donc Odin va au puits de Mimir et pareil, il lui dit voilà, moi je veux acquérir la connaissance, etc. Et il lui dit ok, bah si tu bois dans mon puits, tu auras la connaissance. Mais pour boire dans mon puits, il faut que tu fasses un sacrifice, il faut que tu jettes ton œil droit dans l'eau. Wow. C'est pour ça qu'Odin les représentait toujours avec un œil ignare. Perso. Donc, pouf, pouf, il jette son œil. T'es très motivé quand même. Très, très motivé. Il jette son œil dans le puits, et là, il voit les choses avec clarté. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Et donc, ce qu'il doit faire, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, il va se pendre par les pieds pendant 9 jours à l'arbre Yggdrasil. Et bien sûr, comme c'était pas suffisant, une fois qu'il est pendu, il prend sa lance et il se transperce le flanc. Voilà. Ah ouais. Et il reste comme ça pendant 9 jours sans boire, sans manger, dans la douleur. Et au bout de 9 jours, il ouvre les yeux et là, paf, il voit les runes tomber au ciel. Là, le poème raconte qu'il se met à hurler, donc il hurle, et son pied se détache. Il ramasse les runes et ça y est, il a la connaissance ultime et il s'est dit je vais les offrir aux hommes et aux femmes pour que eux aussi puissent profiter de cette sagesse, quoi. Ce qui est très sympa de ça, par quand même de l'offrir. Et ouais, non, c'est ça que j'aime bien le dire ça parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit les runes c'est vraiment pour des initiés, pour une élite, il faut vraiment être élevé spirituellement. Alors qu'en fait dans l'histoire, dans cette histoire que j'ai racontée, pas du tout. Ça a été créé pour nous. Alors tout le monde peut les tirer. Et ils précisent pas qu'il faut être nordique, qu'il faut être asiatique, qu'il faut être machin, qu'il faut être une femme, un homme, je ne sais quoi. Voilà, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est important pour moi de le dire, et c'est ce que je dis aussi dans mes livres, il y a une légitimité, et j'ai envie de dire aux gens, détendez-vous, même Odin, il dit que, voilà, c'est tranquille. Aussi, même Odin, voilà. le dit. Ouais. Tu dis que c'est loin de ta famille, tout ça, mais ton oncle, du coup, qui avait ça dans sa bibliothèque. Eh ben, c'est quelqu'un qui lui avait donné aussi, comme ça, au hasard. Ah, c'est drôle. Ouais. Ouais. Il avait plein de livres sur la spiritualité, parce que dans ma famille, on est assez branché là-dessus. Et on lui a donné au hasard, il l'a jamais ouvert ce bouquin, il connaissait pas, enfin, il avait regardé un petit peu, et puis il me l'a donné. Et d'ailleurs, cet oncle, il a disparu de la circulation. Donc, il était juste là. C'était sa mission. C'était sa mission. C'était ton arbre ou ta tête près du puits. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou, hein. Et du coup, voilà, ça m'est tombé dessus. Mais ouais, ça me parle bien. J'ai essayé d'autres oracles et non, je reviens toujours aux runes. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Ça me parle, quoi. Donc toi, t'habites à Rennes et on peut te consulter en visio aussi, par téléphone. Visio, téléphone, mail, ouais. Là, je fais plus trop de présentiel pour problèmes logistiques, mais voilà, on peut me consulter tous les jours. Et c'est vrai que je vais utiliser les runes principalement pour faire cette voyance guidance. Et l'avantage des runes, c'est qu'elles vont aller en profondeur dans la question. Donc elle va pas juste répondre en surface. Elle va aller chercher aussi dans le passé le lien qu'on peut faire avec ta question du présent. Par exemple, si c'est un problème amoureux, elle va quand même aller chercher les blessures ou même la relation au père, à la mère, enfin voilà, avec la famille, et comprendre pourquoi aujourd'hui tu as cette question par rapport à ton passé. Donc on va essayer de dénouer des trucs. Et après, elle va faire un état des lieux de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu peux éventuellement changer, devenir. Et elle peut donner des petits éléments prédictifs aussi, mais qui sera en fonction de ta situation actuelle. Donc il y a quand même un libre arbitre qui est là. Ça, je le dis tout le temps. Par exemple, quand je donne des détails, je dis, par exemple, je sais pas, dans 6 mois, vous allez signer un contrat dans une entreprise de 1000 personnes. Et je dis, attention, restez pas figé là-dessus, parce que si ça se trouve, vous allez avoir une autre proposition. Il y a des choses à vivre, on n'est pas omniscient. Donc, attention, voilà. Et surtout pour les rencontres amoureuses, il y a des gens, par exemple, qui me demandent toujours où est-ce que je vais rencontrer la personne. Ça, c'est une question à laquelle je réponds pas. Parce que du coup, on focalise et on ne vit plus. On ne vit plus. Donc, voilà, il y a des petites choses, je vais toujours aller sur les choses importantes. Donc, et pareil pour les datations, on peut donner un peu de datation.
Mais j'évite aussi un peu parce que on va être focalisé, on se dit bon bah dans 6 mois j'ai ça et du coup on vit plus. Moi, je trouve que ça influence grave les gens, ça, parce que si tu leur dis oui ou non, si tu leur dis non, ils font pas. Alors que ça se trouve, si tu leur dis, bah, il va falloir bosser plus, bah, du coup, ils vont se secouer les puces. Et quand tu leur dis oui, bah, ils font plus rien. Et le truc, il va être moins bien, ou il va être, C'est ça. Et après, les gens, ils t'en veulent. Mais moi, je te dis oui si tu le bouges. Donc, moi, c'est pareil, je suis comme toi, je nuance vachement tout ce que je dis. Pour moi, ma sensation, c'est que je les accompagne. Voilà. Comme si j'étais à côté et je te disais, par là, c'est un peu plus long, par là, c'est un peu plus rapide. Quelle partie t'as envie de prendre et quelle énergie t'as envie de mettre dedans. Alors que si on fixe tout, bah, c'est ça, il y a quelque chose de dommage. Donc, je vais te dire, voilà, dans 6 mois, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais par contre, si tu t'es pas, si t'étais pas guéri de ta présente relation, bah, tu vas la rencontrer, mais qu'est-ce que ça va donner? Ou tu vas pas le voir, ou machin. Je te dis, là, il y a une possibilité, il faut que tu la saisisses. Et pour la saisir, bah, faut que tu bosses. Voilà. Donc, j'essaie et ça permet aussi d'éviter, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la dépendance, aussi. Parce que, voilà, on a envie de savoir, il y a des gens qui sont un peu anxieux aussi dans la vie, qui ont envie de savoir ce qui va se passer demain, etc. Et voilà. Et les runes je sais pas si elles sont conscientes de ça, mais j'ai l'impression. Et donc, du coup, elles vont mettre de la profondeur pour pas rester en surface dans les datations, les événements précis, etc. Mais elles peuvent donner par contre des grandes lignes sur la vie. Ça m'est arrivé, voilà, pour par exemple des personnes qui ont des enfants. Les runes, elles aiment bien parler des enfants et elles vont dire ah bah tiens, ton fils ça va être un artiste, ou ton fils il va être comme ça, ou ta fille elle va être comme ça. Et ça c'est sympa, par contre, j'aime bien. Oui, puis c'est pas non plus jeter. J'ai l'impression que des fois il faut faire attention pour les gens qui ont peur, c'est pas jeter des sorts non plus. Par exemple, si on arrive pour dire par rapport aux enfants, est-ce que je vais avoir des enfants? Toi tu dis ah bah non, je vois pas d'enfants. Non, ça c'est vachement difficile parce que c'est pas il y a quand même un libre arbitre qui peut s'instaurer, c'est peut-être des réponses des questions auxquelles vous répondez pas forcément. Ah, moi c'est écrit partout sur mon site, genre pas de grossesse, pas de santé, pas de maladie, pas d'accident, pas de mort. Je le répète dès que je commence une séance. Pour moi, ça n'a pas de rapport avec la cartomancie. On n'est pas des médecins. On n'est pas amené à faire des diagnostics. Donc, c'est un no-go total. Et moi, j'ai même écrit, si vous prenez une question pour avoir sur ça, ce sera pas remboursé et je ne le ferai pas. Donc, c'est vraiment écrit noir sur blanc et redit systématiquement. La grossesse, c'est un non-sujet en cartomancie. Pour moi, en voyance, de manière générale, c'est un non-sujet. Et pour moi, c'est même un méga red flag quand il y a des gens qui veulent parler de ça. Bien souvent, après, ils vont vendre un soin de je sais pas quelle déesse pour t'aider à tomber enceinte ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un de mes premiers no-go, c'est les gens qui acceptent de parler de santé, que ce soit les maladies ou la grossesse, quoi. Alors moi, je l'aborde, mais alors pas avec tout le monde, c'est au feeling. Il y a des gens où je sais que je vais dire non, je vais pas aborder. La santé, je peux l'aborder, mais je dis toujours si c'est des problèmes d'ordre mécanique qui n'engagent pas la vie, genre un peu toujours mal au dos, tu vois, des trucs comme ça un peu légers. Ça, je peux aborder parce que souvent il va y avoir un truc somatique derrière. Que je vais essayer de creuser, mais je parle pas de médical, je dis pas bah il faut ouais, mais moi c'est ça, médical. Pour moi, santé, c'est médical, parce que moi je vais voir qu'il y a des gens qui sont au bout du rouleau, qui sont fatigués, qui ont besoin de machin, de briquer, de se reposer, mais genre je vais jamais répondre à une question sur est-ce que je vais guérir de mon cancer, tu vois. Non, ça, non, oui, mais il y en a qui le font. Donc c'est pour ça que non, ça c'est... j'ai déjà vu passer des pubs sponsorisées qui étaient allez-vous survivre à votre maladie? Question 15 €. Mais si. Mais du coup, pour moi, c'est non. Voilà, c'est non. Il y a aucune porte qui s'ouvre. Mais après, moi, je peux parler un peu de santé mentale ou de ce qui va être genre quand on arrive sur la fatigue, mais pour rediriger vers les personnes compétentes. Moi, c'est pas moi qui m'en occupe, en fait. Donc, ce sera genre, je vois que là tu tires sur la corde, ce serait peut-être bien de prendre un peu de temps pour toi, voilà, mais pas, c'est pas moi qui fais un arrêt maladie. Donc à partir de là, c'est pas en mon pouvoir, quoi. C'est ce que je dis, moi je donne pas de diagnostic, ça s'engage pas à la vie, vous avez un petit souci, on peut regarder vite fait, mais voilà, je creuse pas trop. Et pour la santé mentale, ça me rappelle, d'ailleurs, faudrait tout le monde puisse le faire, mais d'avance tu sais pas que tu vas avoir quelqu'un qui est dans une grande fragilité au niveau mental, et j'ai eu une personne comme ça, et le jour où je l'ai eu au téléphone, elle était au bout du rouleau. Et j'ai eu un flash et je me suis dit là, faut que tu restes avec cette personne au téléphone. On devait avoir un rendez-vous de 15 minutes, je suis restée 1 heure avec elle, et je suis restée à l'accompagner pendant 1 heure, on a parlé de tout et de rien, et je lui ai dit écoute, est-ce que tu as un psychiatre, est-ce que tu as quelqu'un, un professionnel? Elle me dit oui. Je lui ai dit écoute, tu l'appelles et tu me rappelles après. Elle l'a appelé.
m'a rappelé après. Et effectivement, elle a eu un rendez-vous et après, elle est partie en maison de repos, on va dire, pendant 3 semaines. C'est aussi une forme de responsabilité quelque part qu'on a. Des fois, on sait pas sur qui on va tomber. Et quand on sent une fragilité comme ça, il faut sortir de notre rôle de voyant et diriger vers... Donc, moi, je me renseigne vachement sur les numéros verts, les machins et tout, parce qu'on a des personnes fragiles. Et cette personne-là, elle m'a recontacté 1 mois après. Elle m'a dit merci parce que ce jour-là, j'allais faire une bêtise, en fait. J'allais raccrocher et j'allais faire une bêtise. Et du coup, là, ça va mieux, etc. Et je me dis, bon, ça, c'est cool. Mais il faut accompagner, et éviter, les sujets, et c'est pareil, j'ai eu des gens aussi qui m'ont appelé en me disant, oui, je suis poursuivie. Enfin, il y a eu une personne qui était en délire paranoïaque, voilà. Et là, c'est pareil, je l'ai accompagnée, on a appelé, je sais plus, on avait appelé le SAMU, enfin, je sais pas quoi. Donc, voilà, si on se lance là-dedans, il faut avoir un peu de cœur aussi. La base. Et de bon sens. Oui, et puis surtout pour les gens qui sont un peu stressés ou qui veulent consulter une tarologue ou une cartomancienne, c'est bien aussi de pas consulter n'importe qui parce qu'il y a pas tout le monde n'est pas comme vous et c'est important d'avoir des bonnes adresses de sentir la personne, de se renseigner. Ouais, il y a plusieurs, comme tu dis, red flags ou des choses à faire attention. Par exemple, moi j'ai eu des gens qui avaient consulté d'autres personnes avant et se sont vus prédire la mort d'un enfant, la mort d'un conjoint, une maladie grave. Et des gens qui j'avais une dame, on lui avait dit, vos enfants vont mourir à 18 ans. Pendant 18 ans, elle a été, c'est traumatique, bloquée là-dessus. Ouais. Et son gamin, il a 20 ans. T'as gâché 18 ans. Enfin, c'est horrible. Et il y a des gens comme ça. Et ça, mais il y a des gens, ils sont vraiment persuadés d'être touchés par la grâce divine et ils en font des caisses aussi. Ils se sentent pupissés, genre oui, je vois que reste sur ce que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Reste sur ce que tu maîtrises. Là, c'est dans 18 ans, genre avant qu'on vienne te dire rembourser. Enfin, genre, t'auras peut-être quitté le pays avec tous tes sous dans ton yacht, mais vraiment, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est un truc avec lequel je struggle beaucoup. Ma place dans le monde ésotérique avec mes valeurs, mon éthique, ma déontologie. Raconte. Alors, on y vient. En gros, moi, je suis hyper... à la base, je suis hyper cartésienne. Moi, j'ai fait des études de sociologie, donc ma grille de lecture du monde, elle est sociologique. Absolument dans tout ce que je regarde, tout ce que je fais, tout ce que je vis. C'est ce qui m'a apaisée et m'a vraiment permis d'être épanouie quand j'avais la jeune vingtaine. Donc, c'est quand j'avais commencé à m'intéresser aux cartes et ça me matchait pas. C'était très complexe dans ma tête à ce moment-là d'être entre tout est régi par des ficelles invisibles du monde social et la carto j'ai pas trouvé. Je suis revenue bien après et finalement maintenant ça fait que je suis une carto hyper terre à terre. Après moi je suis pas médium comme Séléné. J'ai des copines qui disent que je le suis, mais que je refuse. Bon, ça reste en négociation entre moi et je sais pas qui. Donc, pour moi, mon support, c'est les cartes. Donc, je regarde ce que les cartes, elles me racontent et je te le raconte. Et du coup, je le raconte avec une grille de lecture de possible, parce que je suis consciente de ce qui est possible ou pas possible. Si on vient et qu'on me demande si on va réussir à... J'ai déjà eu quelqu'un... Je crois une fois qu'il m'a fait une question, si tu m'écoutes, désolé, mais genre, est-ce que je vais gagner au loto? J'étais là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Elle me demandait même pas les numéros, elle me demandait si elle allait gagner au loto. J'ai eu ça. Ah oui, moi j'ai dit, écoute, je vais répondre comme je peux, à savoir, qu'est-ce que t'attends de gagner au loto, dans quelle mesure, enfin, quelle est ta condition de base, est-ce que t'es méga riche et que tu peux prendre 10 000 tickets par semaine, ou est-ce que t'es super pauvre et que t'en prends un par an? Enfin, en fait, j'ai besoin d'avoir un contexte pour pouvoir te répondre à ça. Donc, j'amène tout ce champ de réel et de concret, en fait, dans ma cartomancie, avec ce sur quoi on peut accéder, ce qu'on peut pas accéder aussi avec les règles sociales de base. Pour moi, c'est mon garde-fou. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas dans le monde ésotérique, pas spécifiquement, que les gens, ils sont... Tu sais, il y a beaucoup de discours, genre quand on veut, on peut. Pour moi, ça, en tant que sociologue, c'est une aberration totale. Quand on veut, on peut essayer. C'est déjà pas mal, mais on peut. Je suis pas sûre, tu vois. Et j'aime bien essayer, de rester concrète comme ça. Et il y a des moments, je vois des trucs où je me dis, mais je suis la seule à pas vouloir voler l'argent des gens, à pas vouloir qu'ils soient indépendants. Moi, les gens, ils me consultent 1 à 2 fois par an, pas plus en fait. Donc il faut que j'arrive à avoir beaucoup de personnes pour pouvoir vivre, mais je veux pas vivre de quelques personnes en fait, je veux faire bien mon travail et si j'ai bien fait mon travail, tu repars pour 1 an, t'es tranquille en fait. 1 heure, tu repars pour 1 an, t'es tranquille. Et c'est pas ça en fait. Donc tu vois, je struggle parce qu'il y a des moments où je vois les trucs et je me dis mais
Je suis un ovni dans ce monde. Alors, il y a plein d'ovnis parce que toutes les femmes qu'on a interviewées dans le podcast sont toutes... parce que vous avez fait une bonne sélection. Voilà. Vous avez fait une bonne sélection. Mais c'est vrai que c'est pas le plus gros, là, tu vois, genre quand tu vas, si tu regardes le hashtag voyance sur Insta, c'est un délire. C'est un délire, vraiment. C'est des comptes avec des milliers de personnes, quoi. Et moi, je suis là, genre, mais vous voyez que moi je travaille et que je fais bien mon travail et que je vous vole pas votre argent et que en plus, j'ai vraiment des retours hyper élogieux des gens parce que ça prend la voyance, c'est un travail qui prend du temps. Ça veut dire que tu vas faire une consultation, les gens ils vont revenir dans 1 an et demi peut-être, tu vois. Et ils vont en parler, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Il y a des moments où tu fais un truc, genre sur un event et puis en fait les gens ils reviennent 1 an et demi après ou ils t'envoient des potes, etc. Parce que ce que t'as dit, c'est avéré être vrai. Donc c'est pas que un truc de l'instantané. Sur l'instantané, t'es content, puis après tu testes sur la personne sur de la durée. Et du coup, c'est un travail qui, pour moi, je trouve que pour avoir une crédibilité. Une crédibilité, une base de personnes qui te font confiance, ça prend vachement de temps en fait et tu fais tes preuves par ton travail et je trouve que c'est pas forcément ça qu'on croise le plus si tu veux dans le monde ésotérique quoi. Les gens ils te disent ce que tu as envie d'entendre et ils prennent ton argent puis ils te disent de revenir la semaine prochaine pour la suite quoi. Ouais. Et ça ça me fait mal au cœur en fait. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que moi j'aime tellement mon travail. Et je me dis qu'on peut avoir autant de pouvoir et s'en servir pour faire le bien ou le mal, tu vois. Genre, c'est un petit peu ça, quoi. Et comment t'es arrivée à tirer les cartes? J'ai une copine qui m'a dit qu'il fallait que je tire les cartes, en gros. J'ai des amis qui commençaient un peu à tirer les cartes il y a une dizaine d'années. J'étais pas dans la meilleure période de ma vie, hein, franchement, loin de là. Loin de là. Et au début, je tirais pour moi, je tirais un peu pour eux. J'étais hyper fixée avec mon livret. J'avais du mal, tu vois, genre à sortir du truc. J'étais très scolaire. Et comme je me suis dit, il faut que j'arrive à connaître mes cartes par cœur, j'avais écouté une vidéo qui expliquait les significations des cartes, genre à peu près 3000 fois. Ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée dans des situations encore plus pourries dans ma vie personnelle, en relation abusive avec une personne toxique. Et les cartes, ça a été ma porte de sortie. Et en fait, à force de donner des conseils aux gens, au lieu de ce qui ressort, tu te dis, mais pourquoi je les mets pas en application dans ma propre vie? Tu vois? Ouais, mais de toute façon, c'est des miroirs, hein. Les gens qui viennent vers toi à un moment donné, c'est des gens qui sont dans une situation de merde pareil que toi. Ou génial, pareil que toi. Ça arrive aussi, c'est bien, c'est mieux. En ce moment, c'est ça, donc c'est mieux. Ça me donne des indices sur ce qui se passe dans ma vie aussi, quand j'ai des gens qui sont que dans des trucs un peu rayonnants, qui ont besoin d'être boostés parce que ça va aller, ou quand c'est des trucs un peu pas ouf. Donc j'ai beaucoup eu de gens qui étaient dans des relations abusives au début de ma pratique, genre vraiment très, très, très fort et beaucoup. Ça s'est calmé, donc ça veut dire que ça devient loin derrière moi et pas que les gens malheureusement ne le sont plus, mais c'est plus vers moi, je pense, qu'ils se tournent. C'est vraiment des jeux de miroir pour moi, la cartomancie, et ça m'a sauvée parce que cette personne me lâchait la grappe pendant que j'étais en train de tirer mes cartes. Et c'était les seuls moments où j'avais la paix et où du coup mon cerveau a commencé à se dire c'est pas génial, la vie dans laquelle t'es, c'est pas ouf, ce serait peut-être bien de partir. Et en fait, ça s'est fait tout seul. C'est devenu mon travail tout seul parce que les gens ils voulaient, parce que tu vois, genre c'est vrai. Moi, je partais pas pour ça hein, du tout. Je te dis, avant je faisais des bijoux. Et puis à ce moment-là, j'étais intermittente du spectacle, je faisais de la figuration dans plein de films et plein de séries. Et puis je suis devenue carto et c'est tout. C'est devenu mon travail, tout seul. Et tu tires des cartes qu'on connaît peu finalement? Alors moi, je pense qu'on le connaît parce que moi, je tire avec Béline et pour moi, c'est un basique de la voyance tradi française. Genre, t'as Béline et G. Tu vois, pour moi c'est vraiment les basiques, les voyants un peu à la télé là, tu sais, oui il va revenir dans 3 mois et l'appartement sera orange, tu vois, genre c'est souvent Béline. Et moi je regarde, je dis mais comment tu peux voir ça là-dedans? Genre, ça me. Je parlais de ton oracle. Ah, le mien. Ouais. Le mien, alors moi j'utilise beaucoup de jeux très anciens, mes jeux de prédilection c'est 19e. Donc Béline date de 19e aussi, date de 1840. Donc il a été édité dans les années 60 là récemment. Enfin récemment, ça commence à dater aussi en vrai. Finalement, ça commence à faire un moment. Et beaucoup de jeux très anciens qui sont pas forcément les jeux les plus utilisés, qui sont un peu désuets au niveau des significations des cartes qui sont hyper problématiques pour moi par rapport au monde réel, qui sont classistes, sexistes, tout ce qui me pose du problème dans ma vie personnelle et publique. Et en fait, j'aime beaucoup aussi, en plus de Béline, une Sibylle italienne du 19e, qui est celle que j'ai retravaillée totalement pour créer la Nova Sibylla avec une artiste qui sort fin du mois de juin dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant si on le reçoit vite. Là, il est en cours de production.
Et en fait, c'est un jeu qui était créé en Italie, basé sur la cartomancie traditionnelle. Donc, tu vas retrouver toutes les figures, as de pique, genre 3 de trèfle, etc., qui avaient été mis en image pour plus de facilité de voyance. Et qui, là, nous, on l'a remis en image, remis au goût du jour, retravaillé le livret, retravaillé les visuels pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour que tout le monde puisse faire une lecture avec ce jeu, sans contrainte et entrave que moi je peux retrouver dans les jeux classiques, c'est-à-dire un biais hétérosexuel, un biais de classe aussi. Donc quand t'as des cartes avec le servant, la servante qui veut te voler tes couverts en argent, tu te doutes bien que ça va pas forcément parler à tout le monde en 2024. Donc j'ai essayé d'enlever tout ça, de choper l'essence de la carte et de le retransposer en moderne et en neutre. Donc c'est vraiment neutre parce qu'il y a même pas forcément d'hommes, de femmes, c'est des cartes qui sont très... J'ai dégenré. En fait, avec mon artiste, on était tout à fait d'accord toutes les deux sur le fait que pour nous, et je tape pas sur ça parce que je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait des jeux qu'on appelle inclusifs avec plein de représentations, je tape pas dessus, mais moi c'est pas ça qui me parle. Moi ce que je veux c'est que chacun puisse écrire une histoire dessus. J'ai pas besoin d'avoir une carte où je me sens représentée pour que le jeu m'intéresse. J'ai besoin d'avoir une carte sur laquelle je peux écrire toutes les histoires que je veux dans ma tête. Et c'est pas forcément facile, c'est un travail qui était même plutôt galère. Donc on a beaucoup joué avec les mains, c'est beaucoup de mains finalement qui vont représenter des intentions, des énergies plus que des personnes et des situations parce que ça nous parlait pas en fait. Donc on a vraiment pris le parti de la neutralité, l'inclusivité par la neutralité où chacun peut écrire son histoire dessus. Donc il y a à aucun moment une évocation de genre, d'orientation sexuelle, à aucun moment dans le jeu, ni dans le livret, ni dans les cartes. C'est toujours tout le monde se projette dessus comme il veut ou pas d'ailleurs, mais donc c'était un gros challenge et je suis très fière d'avoir réussi à le faire. Il est très beau. Nous, on l'a vu en exclusivité. Il est très beau. Il est très pop. Il fonctionne très bien. Il t'a fait plaisir. C'est pas la même chose. J'ai testé 3 fois. À chaque fois, il a été. À ta fois, il a été juste. Moi, j'aime tout ce que tu décrivais avec les runes. Ça m'a plu parce que c'est vraiment comme ça que je parle des cartes aussi. Et au final, moi, je suis comme ça. Ce jeu, il est hyper franc, il est hyper machin. Je suis grave d'accord avec toi. Mais je vais nuancer, pas dans le sens où je pense pas que t'aies raison, mais je pense que c'est la relation que t'as avec le jeu plus particulièrement. Parce que moi, il y a des gens, ils vont me dire ce jeu, il est incroyable, il est hyper, c'est un sniper et tout. Moi, je vais vais avoir 0 info. Genre, il va se passer que dalle. C'est ce que je dis en formation parce que je fais des petites formations pour apprendre aux gens à tirer les runes. Et je dis souvent, par exemple, les runes, mais c'est possible sûrement avec d'autres jeux, mais je connais pas assez. Elles vont capter la façon dont tu communiques. Donc, si tu es quelqu'un de plutôt doux ou imagé, elles vont te parler comme ça. Si t'es plutôt comme moi, on va être plus frontal, on va me parler comme ça. Et elles vont s'adapter à ton niveau de langage, à ta façon d'être. Et après, les gens qui viennent te consulter, ils viennent aussi pour ça. C'est ça. Ils veulent quelqu'un qui met les pieds dans le plat ou pas, en fait. Ça, Et moi, justement, dans le livret, j'ai créé un exercice de tirage qui est quelle va être ma relation avec la Nova Sibylla. Genre, quelle est la personnalité du jeu, quelle est ma personnalité et qu'est-ce qu'on va avoir tous les deux ensemble, en fait. Parce que je trouve vraiment que moi, je vais te dire, il y a un jeu, je vais te dire, il est incroyable et il y en a d'autres qui vont dire, non, mais moi, dès que je le prends, je me fais défoncer. Et en fait, voilà, c'est pas ce qu'ils veulent recevoir, c'est pas ce qu'ils sont capables d'entendre. La Nova est botte des fesses, hein. Genre, vraiment, c'est moi qui l'ai tout écrit, qui l'ai tout dessiné. Je t'assure que je pense qu'elle va botter les fesses de tout le monde, mais plus ou moins gentiment selon les besoins et les envies, quoi. Moi, j'aime bien qu'on aille braquer le projecteur sur ce qui nous fragilise, nous empêche, nous bloque, en fait. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Après, c'est vrai que je parle de frontalité, mais il y a quand même un peu de coton autour. Moi, je suis gentille. C'est à nous de le raconter. Voilà. Nous, on fait genre, on parle de ça. Alors. Écoute, là, on va aborder un sujet, mais j'y vais, Mais... Oui, en fait, c'est les messages que vous recevez qui sont frontaux. Et après, vous les adaptez à la personne en face. C'est ça. Et c'est important de mettre la personne à l'aise et qu'on arrive à communiquer de la façon dont elle a besoin non plus. Je vais pas mettre boule, quoi. Mais on sait. Moi, c'est ça. Moi, je sais tout de suite de quoi on parle. Et après, c'est à moi de le raconter avec légèreté, avec humour, en dédramatisant aussi. Mais après, moi, dans ma manière de travailler, comme toi tu disais, il y a du libre arbitre. Moi, pareil, dans mon cadre, j'explique systématiquement que tout ce qui ressort, c'est des choses sur lesquelles on a la main. Et c'est pour ça que j'exclus tous les sujets que j'ai précédemment cités, parce que ça, on n'a pas la main dessus. Est-ce que demain, je tombe et je me fais renverser par une voiture? Je sais pas. Si je te dis, tu vas te faire renverser par une voiture et que tu restes toute ta vie sur les trottoirs, ça se trouve, ce sera un vélo qui sera... Enfin, tu vois, genre, ça a pas de sens, en fait, pour moi. Donc, pour moi, c'est des non-sujets. Tout ce qui ressort, on peut jouer dessus. Mais parfois, c'est pas agréable. En fait, on est obligé d'aller remuer la merde pour que ça sorte et que ça aille mieux. Mais si ça apparaît, c'est qu'on est capable de le faire.
Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que souvent, c'est si le message arrive, c'est que la personne en face est prête à l'entendre. Ouais, parce que des fois, tu vois, j'ai déjà vu dans des consultations, je voyais le truc et je disais, je vois tous les éléments, mais la pièce centrale, elle apparaît pas. Et je sens que tu veux pas que je la voie. Du coup, je peux pas te la raconter parce que tu m'as mis un voile sur le visage de la personne qui est problématique. Donc, je peux t'expliquer tous les comportements, je vais les faire, je vais te détailler tout ce qui va pas, tout ce qui t'entrave là, depuis un moment. Puis après aussi, parce que moi, c'est pareil, je regarde beaucoup où on est avant de regarder où on va. Parce que si je sais pas ce que t'as mis dans ton sac à dos, je sais pas si t'es capable de partir à la randonnée comme il faut. Tu vois, si t'as pris trois grosses pierres au lieu de prendre une bouteille d'eau, bah c'est pas ouf. Il faut que je te dise mauvais choix. Et en fait, il y a des moments, je vois que les gens, ils ont, parce que pour moi, comme c'est un miroir, tu vois, genre si la personne, elle a un sujet, elle veut pas qu'on aille dessus, ça apparaît, mais en impalpable. Moi, ça m'apparaît en impalpable. Et je dis, il y a un éléphant au milieu de la pièce, je ne sais pas ce que c'est. Je vais tout te décrire. Et quand tu seras prête, je pense que tu seras capable de l'identifier parce que j'aurai posé tout mon truc. Et c'est pas grave si là, tu te dis que je suis une charlatan, que je suis complètement à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je suis en train de faire mon travail en te disant ça, même si ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe pour moi. Et ça, je pense que c'est ce que je disais typiquement tout à l'heure, c'est des trucs de durée. On a vu la personne, elle reviendra dans très très longtemps quand elle sera capable de face l'espèce de truc dark qu'il y avait, dark pas dans le sens maléfique, hein, mais dans le sens il y avait quelqu'un de vraiment chiant avec elle et je pense que c'était quelqu'un de sa famille au demeurant, donc c'était pour ça que c'était trop difficile à confronter, quoi. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai l'impression quand j'ai quelqu'un en face de moi, comme hier j'ai eu des personnes en présentiel et j'ai quelqu'un en face de moi et dans certains rendez-vous, j'ai l'impression d'avoir une pelle sur l'épaule et que j'allais creuser direct. Paf, première phrase, j'ai attaqué dans le dur direct. Mais parce que je sentais que je pouvais le faire aussi. Hein. Et puis d'autres personnes, ben là, j'avais un rideau qu'il fallait que que j'essaye de de tirer. Mais j'ai un peu le même ressenti. Et c'est vrai que les gens, il y a aussi ce respect de se dire la personne elle est prête à l'entendre et d'autres elle est pas prête. Et j'ai pas envie d'écorcher les gens, de les irriter. Enfin, j'ai toujours voilà, de pas les irriter. Et du coup, j'attends un petit peu, je tâte le terrain. Elle est pas prête, elle peut pas en parler, elle a pas les moyens aujourd'hui. Je vais un petit peu aborder. Tu plantes une graine, quoi. Voilà, tu plantes une graine et puis le jour où elle sera prête, elle te contactera ou quelqu'un d'autre ou elle ira voir un thérapeute ou je ne sais quoi, enfin, quelque chose qui lui fera du bien. Mais on a obligé d'avoir cette nuance-là, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu pareil sur des consultations en présentiel. Qui dure beaucoup plus longtemps que quand je suis visio ou quoi que ce soit. En général, moi, je suis 1/2 heure ou 1 heure en téléphone visio. Présentiel, ça déborde à chaque fois. Chaque fois, ça dure 1 heure et demie, voire plus. Non, on peut faire les deux, on peut te consulter. Ouais, on peut faire. Présentiel, c'est à Paris. Ouais. Voilà. Et en visio, j'ai des gens de toute la planète. J'ai des gens de Nouvelle-Zélande, j'ai des gens de Portland. Et faut juste qu'on arrive à être d'accord sur le créneau horaire. Ouais. J'ai une personne en Argentine aussi, tu vois, vraiment un peu partout. Mais en présentiel, en général, voilà, ça déborde, ça dure un petit peu. Même de manière générale, en général, je déborde. Voilà, je suis pas trop radine sur ça. Et en fait, on avait ouvert sur un truc et moi j'ai c'est daron, c'est sûr. Tu vois, genre je le voyais. Alors c'est daron, c'est sûr. Elle me trouve des gens à qui faire porter le chapeau. C'est pas mon daron, c'est peut-être machin, c'est peut-être bidule, c'est peut-être tartampionne. On avance après, on me pose des questions, on continue à creuser. Puis moi, j'avais l'impression que je tirais sur un fil comme ça. Genre, oups, je vais l'attraper. Il est au bout. Il est au bout, t'inquiète. Ça vient. Et en fait, la dernière carte, sur plusieurs tirages, elle me dit, ouais, bah, en fait, c'est mes parents. Je dis, oui, je sais, oui, mais il fallait que toi, tu le dises. Moi, je le disais pas. Moi, je le disais pas. Et en fait, la carte avec laquelle j'avais ouvert mon premier tirage et la carte avec laquelle j'avais clôturé mon dernier tirage, c'était la même. Et elle était là, ça me, tu vois, genre, c'est vraiment, j'ai tiré, on va la voir. Donc, c'est vraiment des trucs où tu te dis, parce que moi, à la base, comme je te disais, je suis cartésienne. Et en fait, plus je tire des cartes, plus je me dis oui, non, clairement, ça, le monde n'est pas que évident et carré et tout ce qu'on voit existe, tout ce qu'on voit pas n'existe pas. Finalement, pas du tout, quoi. Mais c'est un travail de tous les jours aussi de l'accepter à travers sa pratique. Et toi, tu as une communauté en particulier qui vient te voir? Moi, j'ai une communauté large, mais j'ai aussi beaucoup de personnes queer, comme c'est mon cas, et que j'ai décidé de pratiquer justement à travers une cartomancie. Là, pour le coup, j'appelle inclusif parce que c'est un mot que les gens vont tout de suite identifier quand ils arrivent sur ma page, ils comprennent. Parce que moi, en fait, je suis neutre quand je parle. C'est-à-dire que peu importe la personne qui vient,
je vais dire, si je vois, tu sais, un ou une partenaire, je vais dire, bah là, il y a une personne. C'est tout, en fait. Ça veut dire que la personne, si elle a envie de me répondre en disant, bah oui, tu sais, si c'est une meuf et qu'elle a envie de me dire, ouais, ma meuf, elle est relou, bah, elle me l'a dit, mais parce que j'ai ouvert la porte du possible sans que ce soit awkward, sans que ce soit gênant, sans que ce soit, ben non, c'est pas un mec parce que moi je suis lesbienne, tu vois. Donc en neutralisant, et puis j'ai des gens hétéros qui vont me dire, oui, c'est vrai que cette personne elle est chiante parce qu'en fait ça préserve aussi l'anonymat quelque part. J'ai pas besoin de savoir qui est qui est cette personne qui est là en train de te chercher des poux, au contraire en train de t'encourager, tu vois. Et c'est une manière de travailler qui, faut vraiment déconstruire ses biais d'hétérosexualité, de penser que tout le monde va être hétéro dès que la personne arrive. Moi, c'est aussi pour ça que je parle pas d'enfants et de grossesse, parce que pour moi, c'est des non-sujets et en fait, j'ai pas envie d'aborder ça. Ça me plaît pas, ça me parle pas. Et voilà, comme je disais, pour moi, ça relève pas de la cartomancie, mais c'est aussi des non-sujets parce que ça peut être des crève-cœurs pour certaines personnes ou quoi que ce soit. J'ai une neutralité dans absolument tout ce que je fais, ce qui fait que j'ai une communauté assez queer, mais pas que. Mais par contre, en atelier, j'ai beaucoup de personnes queer parce que justement, ils veulent apprendre à travailler comme ça. Je dirais plus en atelier d'initiation carto que forcément en consultation. Mon ratio atelier, il est vraiment queer. Mon ratio consultation, il est assez... Mais ça peut être une super porte pour des gens qui se posent des questions ou des jeunes peut-être. J'ai beaucoup de personnes qui... j'ai beaucoup de personnes qui font des coming out tardifs, au contraire, comme c'était mon cas. Moi, j'ai... embrassé, je savais, mais j'ai embrassé le fait que j'étais pas hétéro vers 35 ans. Et au final, j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 35 et 50 ans qui sont là parce que je me rends compte que j'aime plus mon mari et que je suis amoureuse de ma meilleure pote, etc. On a une communauté qui nous ressemble de toute façon, tu vois. Donc finalement, les jeunes qui sont en questionnement, c'est pas ceux qui viennent vers moi parce que moi, je suis plus celle qui a eu ce coming out un peu tardif, en tout cas. Coming in, presque plus tardif. Je sais pas si vous faites la nuance. Explique-nous. Coming out, c'est quand tu vas crier au monde, parce que le monde présuppose de ton hétérosexualité que tu ne l'es pas. Et coming in, c'est quand tu vas accepter toi-même que tu ne l'es pas, en gros. Et moi, je le savais parce que j'ai commencé à avoir des relations homosexuelles dans ma jeune vingtaine, mais j'ai pu embrasser mon identité queer que à 35 ans. Donc il y avait ce cheminement de genre je sens, je sais, mais ça pop pas, ça sort pas en fait. Et j'ai plus ces personnes-là du coup, tu vois, qui viennent vers moi, qui sont un peu mal à l'aise parce qu'elles ont déjà des enfants. En sécurité avec toi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si elles le savent quand elles viennent vers moi. J'imagine que oui, en fait, tu vois, qu'elles viennent pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est hyper naturel, que ça sort tout seul, que c'est des gens qui struggle avec ça dans leur vie du quotidien parce que les enfants leur font la gueule, parce que machin. Et en fait, avec moi, c'est la bulle dans laquelle c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. J'ai eu qu'une fois une madame qui était là et qui me dit « J'aimerais savoir si mon fils est homosexuel. » Et je suis là, mais mauvaise personne, en fait. T'es venue ici pour que je te botte le cul. Parce que là, il y a pas de, tu vois, il y a pas de, c'est la pire personne à venir voir, c'est moi. Avec ça, comment t'as réussi à te dépoter? J'ai dit, avant de retourner les cartes, je vais déjà te dire que si c'est le cas, tu l'aimes, c'est ton enfant, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est vrai. En fait. Elle me dit non, mais parce que ça me gênerait. Je fais pourquoi? Et franchement, j'étais en furie. Donc, et puis les cartes, là, c'était mon médium. Donc, je peux te dire que même si j'avais voulu les faire mentir, le message était très clair. Ouais. Mais genre, là, il y avait, entre mes cartes et moi, c'était genre, tu lui bottes le cul. Genre, vraiment, tu lui bottes le cul parce que là, c'est trop grave de poser cette question-là pour un enfant qui a, je sais pas, 11 ans, tu vois. Et en disant, parce que ça me gênerait. Oh la tu vois? vache. Ouais. Après, elle s'est quand même renseignée. Il y a elle se renseigne, elle va avoir une carte. Enfin. Mais je sais pas s'ils savent parce que tu sais, des fois, j'ai aussi des gens. Non, sur ton, c'est écrit partout, non? Oui, mais j'ai aussi des gens, tu vois, genre qui passent. Parce que tu sais, je fais aussi de l'événementiel pour des grosses soirées ou des trucs d'entreprise ou des machins. Et en fait, il y a des gens, ils s'en fichent de savoir avec qui moi je nique dans ma vie privée. Et ils se disent juste, elle bosse bien, elle est cool, elle est efficace. Et en fait, des fois, mais c'est pas le plus gros. Mais des fois, il y a des gens, je pense, qui captent pas. Et heureusement, c'est pas le plus gros pour moi parce que c'est désagréable. J'ai pas envie de travailler avec des gens, tu vois, qui me mettent mal à l'aise. Mais ça peut arriver parce que vraiment, j'ai un public hyper varié au final qui vient de, pour le coup, tout type de classe sociale, par exemple. Mais après, comme on disait tout à l'heure, en fait, tu choisis
pas non plus ta cartomancienne par hasard. Il y a un Non. truc qui t'attire. Donc, à un moment donné, elle vient. Mais il y a aussi des bouches à oreille. Des gens qui disent Oui. va chez elle et en fait, toi, tu corresponds pas. Tu sais, comme on dit va chez ce psy, elle est géniale et en fait, pas du tout. Tu vois, genre, t'as zéro feeling avec la personne. Donc, moi, c'est plus ces cadres-là où moi, tout d'un coup, c'est chelou. C'est quand j'ai été envoyée par quelqu'un qui trouve que je suis géniale, mais parce que la personne, elle match avec moi, mais que sa pote, pas du tout. Ou sa cousine, pas du tout, tu vois. Ouais, c'est important de savoir. Là, en tout cas, les gens sauront s'ils vous contactent, ils savent où ils mettent les pieds. Et donc c'est quand même vachement bien, quoi, parce que c'est rare de pouvoir. Oui. Puis moi, c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas très longtemps. Je me suis dit, je vais avoir 40 ans là, bref, donc je fais mon bilan de demi-vie, donc bref. Et je me suis dit, j'ai vécu beaucoup de choses, et du coup. Ça a été dur à vivre, mais aujourd'hui je me dis c'est chouette parce que les gens qui me contactent, je peux comprendre beaucoup de choses, De ouf. beaucoup de choses, et je leur parle dans le bon langage. J'arrive à capter ce qu'ils vivent, etc. Et je me dis finalement, est-ce qu'on n'a pas morflé pour en arriver là? J'essaie de trouver un... Oui, il y a pas de hasard. Et du coup, je vais avoir pareil des gens qui ont vécu des choses similaires aux miennes, etc. Et donc, je vais réussir à vraiment être avec eux comprendre leur douleur en fait. Et du coup, je peux leur dire que on se remet de tout. Ouais. Voilà. Et ça, c'est chouette. Et effectivement, il y a des effets miroirs. Mais ça fait que c'est des lectures riches aussi, parce que les personnes qui n'ont pas vécu grand chose, qui ont la jeune vingtaine et qui sont assez scolaires, ça se trouve, ils vont devenir des incroyables cartos, hein, tu vois, genre vraiment, je dis pas, mais il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu as vécu pour pouvoir conseiller une personne qui a le double de ton âge et qui est peut-être dans une situation vraiment problématique, tu vois, genre où est ton expérience de vie pour aider. Et je suis assez contente, moi, d'avoir finalement commencé à lire les cartes pour les autres à plus de 30 ans. Tu vois, je me dis, en fait, j'avais déjà, comme toi, vécu plein de choses, 1000 vies, pas toutes très agréables, somme toute plutôt pas toutes du tout agréables. Et en fait, ça donne aussi beaucoup de matière pour pouvoir apporter des choses concrètes, je trouve, dans les lectures. Pas juste dire ça va bien se passer, mais dire t'as des ressources, tu peux aussi faire ça, et sortir un peu du cadre après en disant là, comme toi tu me disais, je me renseigne sur les numéros verts ou quoi que ce soit. Moi aussi, je vais avoir des trucs genre est-ce que t'as contacté un ou une psy, est-ce que t'as machin, est-ce que t'as contacté tel truc de logement social, et après tu sors un peu parce que t'es passé par ça, quoi. Il y a des moments où je sors du cadre de la voyance et je dis excuse-moi, là j'enlève ma casquette de voyante, là je te parle en copine ou en commun, et je dis voilà. Et des fois je raconte, je dis tiens, moi j'ai vécu un truc similaire et tout. Et moi j'avais appelé ça, j'avais contacté si. Il y a des moments aussi on peut être humain et juste papoter. Moi ça arrive des fois de traîner une demi-heure de plus juste pour papoter avec la personne. Elle m'est arrivée plein de fois et j'ai fait des super rencontres d'ailleurs. Si Louise tu m'entends. Et aussi la Guadeloupe. J'ai plein de gens de Guadeloupe qui sont super sympa. C'est chouette. Et toi, en ce moment, par exemple, les gens ils viennent te voir pourquoi en ce moment? Est-ce que c'est des sujets récurrents? Alors moi, en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai des gens dont je peux pas trop dévoiler l'identité, mais des gens qui ont des actualités, comment dire, qui s'occupent de choses importantes, enfin importantes pour la société, on va dire, et des personnes qui ont en ce moment des postes avec de grosses responsabilités. C'est des gens qui sont plus ou moins identifiables, et en ce moment j'ai beaucoup de ça. Plus sur la carrière, du business, de machin, carrière. En ce moment, je suis très dans la carrière. Après, c'est vrai que là, moi aussi, je suis ma vie perso, je suis aussi un peu là-dessus, entre là l'oracle qui va sortir, là je suis en train d'écrire un troisième, etc., un troisième livre machin, et je me réorganise. Donc là j'ai pas mal et beaucoup de working girl, quoi, de business woman et tout ça, c'est des expériences incroyables et tout, et ça c'est agréable. En ce moment je suis là-dessus, et j'ai toujours par contre moi beaucoup de gens qui ont eu des grosses ruptures dans la vie. Alors, je parle pas de rupture amoureuse, je parle de rupture de vie, de cassure. De deuil ou de... Alors, il y a des deuils ou des gens qui se sont retrouvés dans des situations de grande précarité. J'ai beaucoup de gens qui ont eu, des cassures nettes dans leur vie. Et c'est des gens que j'ai toujours eu autour de moi, même quand je faisais d'autres métiers. J'ai toujours travaillé avec des gens comme ça. J'ai travaillé avec des anciens toxicomanes, avec des anciens SDF, etc. ou des queers qui se sont fait virer de chez leurs parents. Ça, je m'en suis occupée aussi pas mal. Et je les ai encore, ces gens-là, je les connais pas, mais c'est le même profil que j'ai, qui sont là. Et voilà. Et donc, je les ai, par exemple, 1 à 2 fois par an, et
et puis on essaye d'évoluer ensemble, quoi. Donc il y a un petit côté social quand même qui ressort. Mais ça me suit depuis toujours. Donc voilà, j'ai ces profils-là. J'ai 2 ambiances. J'ai multinationale et à côté, je vais avoir le gars qui essaie de s'en sortir. Ouais. Et tu fais payer les mêmes tarifs à tout le monde? Ah oui. Alors après, j'avoue, là ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que j'ai plus le temps. Mais tout au long de l'année, je propose des toutes petites consultations par mail et en fait qui sont pas mal détaillées parce que je me lâche toujours par écrit. Moi, je me lâche et je fais payer 6-7 euros. Ah, Et c'est bien voilà, ça. c'est pour que tout le monde puisse accéder. Voilà. Et donc les gens qui ont pas trop de sous, je leur dis écoute, la prochaine fois, prends pas consultation par téléphone ou machin. Je dis prends ce truc-là, tu vas voir, je vais te faire un truc détaillé, ce sera très bien. Ou je fais un vocal ou voilà. Ouais, donc c'est important. C'est important pour toi aussi que... Moi non. Je vais clairement poser mon statement en tant que meuf queer précarisée qui a été en fuite après un divorce hyper violent et une relation abusive hyper violente dans le monde queer. Il est vraiment essentiel et important que moi je puisse vivre et en fait j'assume pleinement le fait que mes tarifs de consultation ils soient élevés parce que je sais que je peux pas travailler beaucoup. C'est un travail que tu peux pas faire 35 heures, c'est pas du tout possible. Moi je suis sur 3 ou 4 heures par jour, grand max, et 3 jours par semaine, parce que sinon, je peux pas me lever le reste de mon temps. C'est mon rythme à moi aussi avec mes soucis de santé, donc je dis pas que c'est général pour tout le monde, c'est mon cas à moi. Donc, il faut que j'arrive à vivre avec ça. Ce qui fait que ça fait avec les charges. Enfin, en fait, ça part très vite, les charges, la vie. Non, mais c'est important. Tu Je vois trouve que c'est vachement chouette comme message parce que je trouve que dans un sens aussi, des fois, c'est important de mettre son cadre et de voir. Ouais. Et c'est moi, courageux, j'ai je trouve ça vraiment chouette. mis un cadre où j'en ai marre que ce soit moi qui mange la poussière. Et donc, je suis chère parce que je suis bonne dans mon travail et je le pense vraiment et j'ai mis 40 ans à oser le penser et à le dire et à le clamer. Donc, je vais vraiment pas rogner sur ça. Là, j'ai une entreprise qui avait voulu me booker pour un event et qui voulait gratter mes prix, genre pour faire un prix. J'ai dit, mais on n'a jamais travaillé ensemble, je ne vous connais pas, c'est un seul événement. Non. Alors que j'avais méga besoin de cet argent. Genre vraiment, si la meuf, elle avait su, je désespérais d'avoir cet argent. Et je dis, non, c'est ce prix-là ou c'est rien, c'est écrit sur mon site, c'est comme ça. Elle l'a pris à mon prix. Et j'étais trop fière de moi, tu vois, parce qu'au final, je me suis dit, voilà, je me suis pas fait démonter. Il y a quelques années, j'aurais rampé, je l'aurais fait pour 3 fois moins et je me serais sentie comme une merde. Et après, moi, je suis trouvable en événement régulièrement sur Paris. Et là, je suis pas chère. Parce que pour moi, c'est l'échantillon fromage chez Auchan, tu vois. Non, mais c'était intéressant de montrer, enfin, tu vois, c'est un peu comme toi, j'imagine, Séléné, quand tu fais c'est pas tout le temps, mais c'est aussi d'avoir cette ouverture pour que certaines personnes, surtout peut-être des jeunes, parce qu'en fait, après, quand on gagne notre vie, mais pour les jeunes qui ont 20 ans et qui ont peut-être besoin d'avoir des petites lumières. Moi, mon minimum, c'est 25, parce que ça fait pas grand chose, tu vois, quand t'as payé tes charges ou quoi dessus. Et je considère que si tu veux ou peux pas mettre, c'est pas grave. Parce qu'au début, j'étais en prix libre. Et franchement, c'est pas les plus pauvres qui te donnent 3 cacahuètes. Jamais. Oui, c'est ça. Non, jamais. Bien sûr. Donc, non, mais moi, ça, c'est intéressant de savoir qu'en prix libre, c'est à 25, voilà, que tout le monde est accessible, que c'est pas des choses... Parce que des fois, des consultations, ça peut être directement, c'est juste 250 €, puis ça dure une heure et demie. Voilà, oui, tout à fait. Mais oui, mais non. Alors, quand ce sera mon cas, j'espère, je me souhaite. Mais non, vraiment pas du tout. Moi, je trouve que je suis déjà chère parce que je suis à 90 € pour une heure. Par contre, comme je te dis, c'est une fois par an. Donc, si tu regardes sur ton ratio, je suis pas si chère que ça, tu vois. Parce que moi, je vais pas te faire revenir le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Donc, s'il faut que je tienne avec une personne par an à 90 € avant mes charges, finalement, il va m'en falloir beaucoup des gens, tu vois, pour que je puisse vivoter correctement. Et après, en event, tu peux me trouver et je suis moins chère, mais c'est à toi de te déplacer, tu vois, genre tu viens sur l'event où je suis, c'est une autre démarche en fait. Ah, moi, j'ai pas fait ce travail-là, mais je devrais le faire. Mais tu sais, moi, je vais te botter les fesses parce que je passe mon temps à répondre à tout le monde en DM, à mes copines. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Dès que je vois les stories, c'est pas assez cher. Tout le monde me dit ça. C'est pas assez cher, c'est sûr. Je m'en fiche du prix, c'est pas assez cher. Mais j'ai un vrai problème avec l'argent. Moi, j'ai réussi à le casser, mon plafond de verre, et c'est pour ça que du coup, je maintiens et je me dis, non, en fait, c'est pas encore la meuf queer qui était précaire il y a encore vraiment très peu de temps qui va rogner sur son confort de vie. C'est important, vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir par rapport justement parce que c'est pour tout le monde pareil, enfin l'argent c'est quand même une énergie à la base et c'est pas forcément évident de la dompter et de savoir bien s'en servir. Est-ce que vous avez des gens qui viennent pour des problèmes d'argent Oui, moi j'en ai et du coup faut travailler sur la gestion de l'argent parce que moi j'attire les gens qui vont
faire n'importe quoi. Mais moi, j'ai zéro ça. Tu vois? Donc, c'est parce que t'as pas encore réglé ton truc qui vient vers toi. Parce que moi, j'ai zéro ça. Non, moi, l'argent, Ah non, moi, je suis un écureuil. Je vis avec pas grand-chose. Non, mais moi, je suis perchée un peu. Cigale, fourmi, voilà. Je suis dans le déni des fois. Ah ouais. Ah non, moi, pourtant, je suis pas dépensière, mais je vais avoir, parce que c'est compliqué mon rapport avec l'argent. Et du coup, je vais avoir des gens, qui disent, là, j'arrive pas à gérer. Et en plus, je vais leur donner des conseils vachement sensés. Et je vais pas, tant que tu te les appliques pas. Non. Et que t'as pas augmenté tes prix. Mes concepts sont bons, ils sont bien adaptés, mais moi, par contre, c'est, Parce que tu connais le sujet, donc du coup, je connais le sujet. Je sais ce que c'est de galérer, je connais le sujet. Je sais ce que c'est aussi de faire n'importe quoi. Mais là, je suis quand même sage, hein. Mais, moi, je suis pas assez chère, c'est vrai. Je trouve ça si fatigant. Donc en fait, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est fatigant et à quel point, tu vois, je te dis sur une consulte d'une heure. Moi, j'ai décidé d'avoir zéro complexe au niveau de l'argent aussi, d'en parler, tu vois. Mais sur une heure à 90 €, moi, je dois gagner 63, un truc comme ça. Et vu que je peux pas en faire plus que et que ça se remplit pas forcément autant, ça dépend aussi des gens, de leur budget, de leurs besoins, de leurs envies. Je peux faire des mois où je gagne que 1 000 € net, tu vois, et c'est pas ouf en fait. Alors que et avant j'étais moins chère, mais je gagnais 1 000 € net, mais j'étais plus fatiguée parce que j'en faisais 3 fois plus. Donc finalement, à un moment j'ai choisi. Ouais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est juste de mettre sa valeur aussi. C'est ça, poser sa valeur et se dire pour cette même somme qui est pas énorme mais qui va me permettre moi de vivre parce que j'aime aussi me reposer et créer, tu vois, les jeux ou quoi que ce soit, j'ai besoin de temps pour ça. Et en fait, du coup, je préfère travailler que 3 jours qu'une semaine. C'est bien, ça vous fait poser plein de questions à nos auditeurs là-dessus. On se dire, attends, mais comment, qu'est-ce qui se passe, mon argent, j'en suis où avec mon rapport à l'argent? Et on arrive presque à la fin. T'as une question, toi? Ouais, moi je trouvais ça intéressant parce qu'on en a pas beaucoup parlé finalement dans ce mois ésotérique, sur justement parce que tu disais ça fatigue. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui puise de l'énergie et nous quand on sait pas on le voit pas forcément, mais vous avez l'impression, enfin si on pouvait comparer comme ça vite fait que j'en sais rien moi, une séance de sport, comment est-ce que ça vous prend votre énergie en fait, comment ça se moi quand je sors d'une heure de consultation je ne peux plus rien faire, je suis lessivée et d'ailleurs j'aime pas beaucoup le format 1 heure de consultation, pour moi c'est trop et je suis lessivée, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'allant pendant on va dire une vingtaine de minutes. Et par exemple, je peux pas dépasser 4 personnes par jour. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Même si c'est que 15 minutes, hein. Même si c'est 4 fois 15 minutes, je peux pas dépasser 4 personnes parce que je rentre dans une énergie je rentre dans l'énergie de quelqu'un. C'est ça. Je rentre dans la vie de quelqu'un. Et du coup, c'est comme tu vas faire de la plongée, tu vois. Tu plonges, tu peux avoir mal aux oreilles, tu peux avoir mal au nez, des trucs comme ça. Et du coup, ça me fatigue. Et puis, si j'en fais beaucoup, comme hier, ça a été une grosse journée, par exemple, j'ai l'impression d'avoir le canal ouvert. Et là, je me balade dans la rue et je vais capter plein de trucs qui m'appartiennent pas. Je vais voir des grands-mères qui se baladent à côté de leurs petits-fils qui sont partis il y a longtemps mais qui sont là. Je suis très grand-mère, je sais pas pourquoi les grand-mères m'aiment bien. Et big up à Mamita d'ailleurs. Et du coup, c'est fatigant parce que je suis plus moi-même pendant 1 heure. Enfin, je suis barrée en fait. J'ai la tête dans les nuages, machin. Il faut le temps d'atterrir. Donc c'est comme une séance de sport où on va être après un peu tremblant ou un peu zen parce qu'on a une sensation après ça. Et t'as des exercices ou des choses pour revenir que tu fais? Pour revenir, il faut que j'aille voir du monde, que je fasse quelque chose du quotidien, un truc bête, genre passer le balai, aller boire un café avec une copine. J'ai besoin de redevenir dans le petit quotidien, dans le quotidien, ouais. Ça t'arrive toi aussi, Katia? Alors moi ça va être quand je fais mes séances classiques, un coup sur 2 c'est épuisement ou surexcitation. Moi je peux être surex, hein. Genre je termine un truc, je suis genre je rentre dans les autres pièces, ça va tout le monde, tu vois, alors que vraiment c'est pas ma nature première. Je pense que vous l'avez un peu cerné, c'est pas ma nature première. Mais vraiment ça me fait comme si j'étais genre vraiment high on cards. Moi j'appelle ça comme ça, je suis high on cards, je suis vraiment surex parce que j'ai capté plein de trucs, j'ai les mains qui chauffent et tout. Et c'est pour ça que je dis mon canal c'est mes cartes, mais genre j'ai plein de gens qui me disent oui, on en reparlera. Par contre quand je fais des gros events ou quand je fais beaucoup de lectures, par exemple, des fois, moi, je suis montée jusqu'à 40 en quelques heures sur des trucs événementiels d'entreprise, par exemple. Là, c'est très, très court, genre 7 minutes. Donc, comme tu disais, on se connecte à un nombre de personnes. C'est pas la durée, au final, c'est le nombre de personnes à laquelle tu te connectes qui fait que ça te draine. Et vraiment, je tremblais, j'étais surexcitée, je peux pas dormir de la nuit, je suis agitée, j'ai l'impression que j'ai pris de la drogue ou que j'ai beaucoup bu au choix, tu vois. Et ça, au tout début, je mettais un moment
vraiment à redescendre quand même et à pouvoir reprendre ma vie après. Maintenant, plus ça va, plus c'est smooth, je sais faire. Mais et tu fais comment du coup? En fait, je me suis habituée. Je me suis habituée. C'est le sport, au début, des courbatures. C'est ça. Après, t'as plus de courbatures. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Maintenant, je sais que je peux faire des sessions de 4 heures, mais je vais être un peu comme ça en ressortant, mais ça va redescendre. Je peux dormir la nuit, tu vois. Et je vais avoir tendance à me doucher quand même. À me doucher pour... Genre, j'ai vraiment... c'est symbolique, genre... Flouf, ça m'appartient plus, ça repart. Et je vais faire pipi, je me douche et on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, c'est... Quand tu dis que tu fais toute la semaine, moi je peux pas faire toute la semaine, c'est vraiment trop pour moi en termes d'énergie vitale qui me reste pour ma vie personnelle, tu vois. Je peux pas, et c'est ce que j'ai quadrillé justement en début d'année en me disant je fais plus que 3 jours, j'augmente mes tarifs parce qu'en fait à un moment il faut que je puisse vivre aussi correctement et pas genre juste dormir le reste du temps et être éclaté quoi. Non, t'as tellement raison. Et voilà, ça sera plus cher sur Séléné. Dépêchez-vous de commander avant qu'elle augmente. Non, ça va prendre du temps. Non, tu vas augmenter. Et on a une belle actualité avec Séléné. Oui, alors j'ai donc un oracle qui s'appelle l'oracle de la sagesse runique, qui est déjà en précommande partout, Amazon, Fnac, etc. Et du coup, c'est un oracle, il y a plus de 50 cartes. Je reprends donc toutes les runes et quelques déesses et dieux de la mythologie nordique. J'ai un peu plus de déesses que de dieux, j'en ai mis 2. Ça m'a fait plaisir, j'avais envie. Et j'ai travaillé avec Tiffany Uldry, qui est une superbe illustratrice qui m'a fait un travail incroyable. Et on est partis toutes les deux, on a travaillé sur l'idée de personnifier les runes. Donc, voilà. Et donc on a des runes qui sont plutôt femmes, on a des runes qui sont plutôt hommes, et des runes qui sont plutôt, on sait pas. Il y en a combien de runes? Il y en a 24. Toujours le 24, c'est le... Voilà, 24, toujours 24, il y a 24 lettres. Voilà, c'est l'alphabet qui est comme ça, donc il y a 24 runes. Et après, il y a à peu près 26 dieux déesses. Et donc, on a imaginé ces personnes. Et pourquoi? Pour que, justement, les gens qui connaissent très mal les runes, pour ceux qui connaissent, c'est souvent des petits galets gravés avec une lettre. Donc, c'est pas évident au premier coup d'œil de savoir ce que c'est. Et là, avec les cartes, justement, on va avoir du détail. On va avoir la position de la personne. On va avoir des attributs. Voilà, j'ai une rune, par exemple, qui tient une épée, qui te regarde droit dans les yeux, qui est solaire, etc. Et en dessous, il y a écrit victoire. Bon, on sait que ça va être la rune de la victoire, etc. Et puis, on a aussi la partie, donc, divinité. Et là, je vais parler un petit peu de leur légende, de leurs attributs, etc. Et donc, pour chaque carte, on va avoir un sens divinatoire général, un sens divinatoire amour, un sens divinatoire travail, un rituel pour se connecter au dieu ou à la rune, ou à la déesse. Et voilà, j'essaie de faire quelque chose de très complet et je parle un peu de mythologie, etc. Et les illustrations sont vraiment très très belles. On est quelque chose de riche. Et Tiffany, elle a poussé le truc jusqu'à mettre donc des costumes aux personnages qui sont fidèles à ce que pouvaient porter les Vikings à l'époque. Donc elle s'est vraiment renseignée, il y a un vrai travail. Et ce qui fait que cet oracle, il a cet aspect divinatoire, mais c'est presque aussi un artbook grâce à son travail. Ouais, et c'est très très beau, hein. Je sais pas si, enfin, tu l'avais mis en story, je sais pas si tu l'as mis vraiment sur ton feed. Oui, il est sur mon feed, ouais. Voilà, vous pouvez voir, franchement, il est magnifique. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai, l'aspect artbook, c'est vrai, quoi. Ouais. Oui, mais même si on n'a pas envie de tirer les cartes, on a voilà. Et puis on va essayer d'organiser quelque chose, une expo peut-être en septembre, octobre, on sait pas trop encore, avec du coup des grands formats, une belle expo avec les personnes qui ont servi de modèle. Voilà, et il y a du beau gosse. Tiffany a choisi un ami qu'elle trouvait très très beau pour représenter le dieu de la beauté, et donc j'espère qu'il sera là. C'est un message. Il sera là, il sera là. Exactement. Je suis un peu esthète, alors voilà. Donc voilà, on va essayer d'organiser tout ça, et puis bon, il est déjà en précommande, il sort le 29 août. Voilà. Très bien. Et on arrive à la fin. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin à nous délivrer? Pour ma part, c'est venez comme vous êtes. Voilà. Profitez, c'est pas cher. Profitez, c'est pas cher encore. Non, et puis surtout, moi, le truc qui est important pour moi, c'est que on doit vivre sa spiritualité comme on l'entend. Moi, je suis pas pour les dogmes ou les schémas prédéfinis. Ça vous appartient. Et puis, si vous voulez consulter une cartomancienne, une voyante, une médium, je ne sais pas, faut y aller au feeling, quoi.
Et si on sent un malaise, vous avez le droit de raccrocher. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Faut se sentir en sécurité, quoi. Écoute, moi, je n'ai pas beaucoup plus à ajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Séléné vient de dire. Donc, on choisit sa carto comme on choisit sa psy. C'est ça, exactement. Il faut que le courant passe. Et pareil, après, ça, c'est la petite anecdote, parce qu'on a parlé des jeux. On choisit aussi son jeu avec lequel on veut tirer, parce qu'il nous parle, parce qu'il est beau, pas parce que quelqu'un a dit que c'était le seul qui était efficace, pas parce que quelqu'un a dit que c'est avec ça qu'il fallait tirer. On choisit aussi son jeu parce qu'il nous parle, parce qu'il nous plaît. Je crois que la spiritualité, l'ésotérisme en général, c'est une question de jeu de miroir, de vase communicant et de... Voilà, faut que ce soit fluide et naturel, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec ta pratique. S'il y a des rituels qui te parlent pas, tu les fais pas. Et s'il y en a qui te parlent alors que tout le monde te dit que c'est pas bon, n'hésite pas à te pencher dessus. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi sur tout ça. Je pense qu'on était assez raccord de toute façon sur la manière de voir la spiritualité toutes les deux. Ouais. Merci en tout cas pour cette super émission. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Eh oui. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.